Ouais. Ouais, donc on disait Bruce Buffer a confirmé, c'est ça? Ok. Et la veille, tonton Dana, il est à Arès. Ça, t'es sûr pour ça? Eh ben, c'est cool. Alors moi, je voudrais que tu demandes à Sean Shelby s'il a bien fait venir Megan Olivi. Ouais, ouais. Non, mais on s'en fout. On s'en fout qu'elle est en vacances. T'appelles, tu lui prends la chambre au Georges V s'il faut. Si elle veut, tu trouves une solution. Mais tu nous mets Megan Olivi. Voilà, voilà. Tu fais de ton mieux, ok? Allez, nickel. Allez, à toutes. Allez, on se rappelle, à plus. Et salut tout le monde, c'est Nico. Soyez les bienvenus dans MMA Club. Ouais, MMA Club spécial UFC à Paname. Ici, c'est Paris. Je supporte pas le PSG, mais Paris sera le centre du monde, alors je fais l'effort. Voilà, je suis avec vous ce soir, je suis très content. Dans ce podcast, vous allez être gâtés, vraiment. On a pas mal de combattants qui se sont livrés au jeu de me donner leurs pronostics. C'est sympa, merci à eux. Vraiment, c'est cool, ça accompagne le podcast, ça accompagne quelque chose de très spécial. Ça va vraiment marquer le coup. J'espère que ça va vous plaire parce que c'était un boulot phénoménal à mettre en place. Et surtout le petit montage et tout. Mais c'est vraiment cool. Ça m'a fait super plaisir de le faire pour UFC Paris. On fait le taf. N'oubliez pas sur others.com la protéine post-workout. Vous avez 10% avec le code MMA Club 10. Et sur ascarifighter.com, vous avez 20% avec le code MMA Club 20. Voilà. Ceci étant dit, abonnez-vous, c'est très important. UFC Paris, on y va. La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées. Non, on s'en fout. On n'est pas là pour ça. Le centre du monde, c'est Bercy. L'Accor Arena pour les plus jeunes. Moi, j'allais voir mes concerts à Bercy, alors je dis Bercy. Voilà. C'est un centre du monde qui va trembler sous les coups de deux énormes poids lourds. Donc on parle évidemment du main event. D'un côté, on a la star locale Cyril Gane, 10 victoires et une défaite, le grand favori des fans. Mais de l'autre côté, on a Tai Tuivasa, 15 victoires et 3 défaites. C'est un grand outsider, un plus grand outsider qu'il en a l'air. Il a déjà déjoué les pronostics face à Derek Lewis pour faire un énorme bond en avant d'environ 7 places. Il avait été cut de l'UFC avant ça. Il avait été repris in extremis pour sauver les meubles en short notice. Depuis, il est sur une belle série de victoires. Là, il est dans une demi-finale, une sorte de demi-finale contre Cyril Gane. Donc voilà, c'est magnifique. D'un côté, on a le footwork, la vitesse, la précision, le timing, les esquives, les feintes, les kicks, les jabs. Tout ça, c'est à mettre du côté de Cyril. De l'autre côté, on a la puissance, la folie, le menton, le time clinch, le brawl, le bras arrière, le KO power. Ça, c'est à mettre du côté de Tuivasa. Je vous propose une chose, c'est d'écouter tout de suite les pronostics de nos pros. Et c'est Yanis Gemouri qui inaugure le bal pour Bon Gamin contre Bam Bam. C'est parti. Alors pour ma part, je pense que le combat entre Cyril Gane contre Tuivasa, moi je vois quand même Cyril gagner. Bah, il est chez lui et puis même d'un point de vue technico-tactique, il a un meilleur fight IQ, Cyril Gane. C'est quelqu'un qui il arrive à, malgré tu vois, que ses adversaires essaient vraiment de casser la distance, de lui rentrer dedans, il arrive toujours à rester à sa distance à lui, à marquer ses points, il se déplace bien. Donc moi je veux une victoire de Cyril, je dirais troisième ou quatrième reprise. Alors, mon pronostic, Cyril Gane, Tuivasa, pour moi, Cyril Gane. Il a tout pour gagner, 100%. Face à un des plus gros punchers de l'UFC, il y a les aptitudes pour gérer des combattants comme ça, comme il y a eu avec Derek Lewis ou Ngannou. Maintenant, attention de ne pas être trop à l'aise comme il y a à domicile, mais après, j'ai mille confiance en Cyril pour qu'il fasse la différence. Aucun problème là-dessus. Moi, je vois que tout le monde hype Tuivasa, mais je pense pas qu'il va faire grand chose. À mon avis, ça va être un combat où ça va être beaucoup de gestion, où les deux vont se gérer. Et je pense que Tuivasa va se fatiguer. Et Cyril Gane va gagner, à mon avis, par TKO fin du troisième round.
Forcément, je suis pour Cyril. Je pense qu'il est plus motivé que jamais à choquer la foule et j'espère qu'il va nous mettre un KO. Le combat de Cyril, je pense, ça va y aller à la décision et Cyril va gagner grâce à ses déplacements, son intelligence et tout. Je vois bien Gane faire ressortir son pied-point et prendre une victoire grâce à son pied-point. Sans mentir, je vois Cyril l'emporter aisément. Je pense que c'est un bon adversaire pour Cyril à domicile. Et je vois pas dans quel domaine Cyril pourrait être inquiété. Franchement, je pense que c'est pas un combat facile parce que ça reste un combat, mais je vois Cyril l'emporter à 90%. Après, comment, je ne sais pas. Peut-être une soumission. Une soumission ou alors une décision. Je pense que Cyril il va gagner à la décision. Il va bien faire une petite gestion de combat, taper, sortir, etc. Je pense qu'il va gagner la décision. Ça va faire un beau combat, mais je pense que Cyril Gane il est plus technique. Donc je dirais une victoire de Cyril Gane par TKO au 4e round. Moi je vois une victoire de Cyril Gane à la décision. Je pense que la défaite contre Ngannou, ça lui aura vraiment beaucoup servi, je pense. Et je pense qu'il a les dents pour revenir très très fort. Je pense que ça va être un très très beau combat. Je pense que ça va être assez explosif. Cyril, il va avec son style qui est super impressionnant pour un poids lourd. Ça va être plutôt beau à voir, je pense. Tu vois ça, c'est un sacré bonhomme aussi. Polynésie, donc costaud le gars, quoi. Ça va être compliqué, franchement. J'espère Cyril par décision, mais c'est un gros combat. Donc voilà. Donc vous le voyez, vous avez entendu les témoignages d'environ 15 personnes. On est sur du 100% pour Cyril Gane. Il y a Wissam Akmouche qui n'a pas l'air serein. On l'a senti sur la fin. Il est pas serein à fond. Il préfère pas trop se prononcer. Il y en a qui voient du danger. Il y en a qui voient pas du tout, qui en voient pas du tout. Dans l'ensemble, la défaite est inenvisagée. Ça, c'est évident. On voit que tout le monde est largement pour le français. Sinon, à part ça, il y a des façons de voir la fin du combat qui est un peu différente. Soumission, TKO, KO, premier, 4e décision. Voilà, on a vraiment de tout. Et il y a même, écoutez, le témoignage de Jordan Zebo. Lui, il envisage tout. Écoutez. L'impression que j'ai, c'est que Cyril, il va pouvoir, s'il prend du temps dans le combat pour analyser et ensuite avoir le maximum de chances de gagner, je pense que au plus tard, ce sera un finish au 3e round. Après, ce que je pense, c'est que on peut avoir une surprise dans le 2e round ou même TKO au 1er round. Je pense qu'il y a moyen. Après, ou même une soumission aussi. Parce que quand tu vas ça, l'impression que j'ai, c'est que Cyril, il peut être meilleur au sol. S'il n'a pas envie de rester debout et s'amuser debout. Et faire un finish debout, ça peut plaire. Et je le vois bien faire un TKO au 2e ou 3e round. Voilà, dédicace à Jordan Zebo. Merci à lui aussi pour cette petite analyse. À moi de faire mon analyse, ça va prendre un petit peu plus de temps. On y va. Alors, à mon souvenir, Tai avait réussi à beaucoup gêner Lewis au début avec des tie kicks, des petits leg kicks gênants. La mise en place du rythme, la distance de Lewis, c'était très compliqué. Ensuite, on a vu qu'il avait été plus facile pour Lewis de le takedown, ce qui est pas un bon présage pour Tuivasa. Si tu arrives à te faire mettre au sol par Lewis, en général, c'est pas bon signe. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il contrôle mal la tenue du game plan, si tant est qu'il y en ait un. Par exemple, il fait des bons débuts de combat. Il est très appliqué. Et puis, en fait, on voit que dès que ça commence à toucher, c'est l'ego qui prend le relais en fait sur le enfin pas le mental mais sur le technico-tactique on va dire. Voilà, il veut tout de suite remiser. On a vu qu'il a ce brin de folie contre Lewis. Voilà, il est au sol, il se fait parpiner et pourtant au lieu de chercher une protection, il se relève tout de suite tout en envoyant les batteuses quoi. Donc c'est un peu fou. Je pense qu'il faut être un peu inconscient en fait même pour en arriver là. Donc faut pas croire qu'il
Il faut pas croire que ça va changer de stratégie contre Cyril. Ça risque d'être très dangereux s'il reste au ground and pound parce que autant Cyril avait pu le faire avec Lewis, d'aller chercher, une fois qu'il avait sécurisé, on va dire, qu'il avait atteint le cardio de Lewis, atteint son mental, que les bras étaient ballants, il allait sécuriser avec du ground and pound. Autant parce que Lewis se met facilement en position tortue quand il est pas bien. Avec Pavlovich, il a fait pareil. Derrick Lewis, il s'est mis en position tortue. Autant Bam Bam, il fait pas ça du tout. Au contraire, il va continuer à se faire toucher, mais il va renvoyer dans la garde. Il faut pas rester dans la distance. C'est la pire des choses à faire. Donc voilà. Donc on connaît les forces, on connaît les faiblesses des deux. Tai Tuivasa n'aimerait pas être amené au sol parce que Cyril, avant tout, il sait soumettre, même si c'est pas sa spécialité. Et puis, par exemple, même si Ngannou a laissé penser que Cyril n'était pas bon au sol, c'est pas vrai. Donc, il y a certes un écart entre les deux. Il y a le fait que Ngannou il l'a surpris Cyril avec ce game plan. Mais ça n'empêche que Cyril est très fort au sol. Du moins, en tout cas, pour un poids lourd. Donc, ça serait une belle stratégie d'amener Tuivasa au sol. Ça permettrait de limiter aussi les potentiels one punch knockout ou les lucky punch parce que ça peut arriver, hein, clairement. Et puis d'éventuellement pallier au différentiel de puissance en travaillant sur des aspects comme plutôt la lutte, le jiu-jitsu brésilien, plutôt qu'aller boxer jusqu'à l'épuisement, comme ça avait été possible avec Derrick. Là, ça risque peut-être d'être un peu plus compliqué parce que Derrick peut combattre en reculant, mais Tai Tuivasa, c'est pas son genre. Donc, ne les comparez pas trop parce que c'est quand même deux clients différents. Voilà. Tuivasa a beaucoup bossé son jiu-jitsu brésilien dernièrement et c'est pas pour rien. Donc, voilà, ça veut dire quand même qu'il est loin d'être con. Je pense oubliez pas aussi que il est très robuste. En plus il est plus dangereux qu'on le pense. On oublie qu'il est kickboxer professionnel. En Muay Thai, il a une quinzaine de combats. Et même en anglaise, je crois qu'il a 5, 6 ou 7 combats pro. Donc il est très bon debout et ça risque d'être le domaine le plus dangereux pour Cyril. Donc voilà, à moi de vous donner mon pronostic. Évidemment, ça serait un petit peu... comment dire, aller à contre-courant de pronostiquer une victoire de Tai Tuivasa. Donc moi, je vois bien aussi une victoire de Cyril Gane. Je pense qu'il va le soumettre parce que je pense que clairement, le game plan, ça va être d'éviter de trop échanger debout. Ils savent à quel point c'est plus dangereux d'échanger debout avec lui qu'avec Lewis. Mais je suis pas serein. Pour ça, je partage un peu le point de vue de Wissam. C'est que je suis pas serein, voilà. Donc j'aime beaucoup moi Tai Tuivasa. Je pense qu'il est tout à fait capable de climatiser Bercy, malheureusement. Debout en échange. C'est ce qui risque de se passer si à un moment donné, surtout que c'est du 5 rounds, hein, c'est long. Donc voilà, moi ce qui annihile cette potentielle issue, c'est que Cyril esquive comme personne en heavyweight. Donc ça c'est cool, il a vraiment comme dans les jeux de combat où on chope une spécialité dans son combattant, lui il a cette spécialité-là, c'est qu'il a des esquives de fou, quoi. Et puis il est mobile, il est incroyable, donc ça c'est sa force. Donc je reste sur un finish de Cyril. En termes de confiance, je suis quand même sur du 60-40, hein. C'est-à-dire que pour moi, il y a quand même 2 ou 3 possibilités pour Tuivasa. Voilà, j'en ai parlé, c'est travail des jambes. Il est très très bon sur les kicks. À mon avis, il a travaillé son jiu-jitsu. Donc attention quand même à pas se faire surprendre sur trop de confiance à domicile et tout. Tout le monde va lui dire ouais, t'es chez toi, tout le monde est confiant à mort. Voilà, on est tous franco-français, donc on a tous envie de le voir gagner. Attention quand même. Ouais, allô, ouais. Ouais, t'as eu Dana, c'est bon? Est-ce que t'as regardé pour le passeport de Nassourdine? C'est important parce que on peut pas faire le coup des papiers 2 fois, tu vois. Là, c'est Paris. Non. Là, c'est Paris. Alors, le passeport, ça va pas le faire. En plus, il vit en France. Bon. Alors, tu vérifies pour le passeport parce que cette fois, on est à 1 semaine du combat. On peut pas se lourder. Hein. En plus, là, Kelvin Gastelum, là, lui, il avait tendance à se blesser, machin, opération, on s'en fout. Là, l'adversaire de Nas, ça tweet, c'est énervé. Il est là, il est prêt. Donc, voilà. Tu vérifies et tu me rappelles. Ok. Allez, à toutes. Vous l'avez compris, on parle maintenant de Nassourdine Imavov contre Joachim Buckley.
Un match-up qui paraît favorable, mais quand même, c'est un match-up qui est très risqué pour Nassourdine, qui n'a pas grand-chose à gagner, si ce n'est de la popularité, et d'asseoir une position forte à la porte du top 10. S'il y a bien une chose que j'ai pu observer sur Internet à gauche à droite, c'est la confiance qu'ont les gens en Nassourdine. Je ne sais pas si vous avez capté ça, mais les gens en font vraiment un... Oh, c'est le porte-étendard, quoi. Alors, pratiquement au même titre que Benoît Saint-Denis. C'est vraiment incroyable. Enfin, c'est incroyable, c'est vraiment cool. Je ne sais pas à quel point il le sait, et je ne sais pas à quel point il le vit, et je ne sais pas si c'est facile, si c'est quelque chose qui est lourd à porter. Hein. Des fois, c'est compliqué, la pression, même quand c'est positif. Je me demande même si après Paris, ce ne sera pas le plus populaire des combattants français. Vraiment, parce il dégage un truc, ce mec, il est vraiment soutenu là par une vague, c'est incroyable. Donc c'est vraiment cool. Sportivement, pour revenir sur du sportif, je trouve que c'est un combat qui est très dangereux. Buckley, c'est quelqu'un qui est sacrément bon. Il est sur une dynamique folle. Alors après, on peut relativiser quelque chose. C'est qu'il a perdu contre Kevin Holland en 2020. Donc ça passe. À la limite, on va pas perdre contre Kevin Holland, il n'y a pas de problème. Par contre, Joaquin Buckley, il a perdu contre Alessio Di Chirico. C'était plus récent, c'était en 2021. Ça, dans le Sherdog, c'est pas Jojo, c'est pas joli. Donc Di Chirico qui combat également sur la carte à Paris, donc c'est cool. Donc je sais pas trop parce que, certes, Buckley, dernièrement, il envoie du lourd, mais la liste des récents noms accrochés, moi, ça me laisse mitigé. C'est pas Douraïev, il était quand même sur 10 victoires d'affilée, donc ça, c'est au Contender Series. Une autre au UFC 267. Donc c'est beau, hein, c'est stylé, c'est un beau parcours. Mais c'est pas tout non plus une grosse vague on va de l'avant, quoi. Des fois, il y a des petits couacs. Hein. La défaite contre Di Chirico, bon, ça fait un peu tâche. Voilà. Donc Nassourdine, il attend son combat depuis très longtemps maintenant. Il devait affronter quand même Monsieur Gastelum. On voit tous, je pense, un cran au-dessus en termes de classement. Et pourtant, on le voyait quand même gagnant, Nas. La plupart des pronostics le voyaient quand même gagnant. Donc là, il sort de 2 TKO sur Yanaynish et Shabadzian. Ils sont quand même relativement solides. C'est déjà du nom dans le roster UFC. Ça parle à tout le monde. Donc ça va être compliqué de faire une analyse technique d'un combattant qui n'a pas été actif depuis novembre 2021. Bon, c'est pas non plus 2 ans qu'il n'a pas combattu. On sait qu'il a un striking hors norme. On sait qu'il est bon à peu près partout. On n'a pas vraiment un domaine dans lequel on peut creuser et s'inquiéter. Moi, j'ai trouvé quand même quelque chose où Nas, il est un petit peu léger. C'est ses amenés en takedown, où il est un peu perfectible, on va dire. Ses stats à l'UFC, c'est 10 takedowns tentés et seulement 2 réussis. Donc, c'est pas sa meilleure stat. Là, on voit que debout, il encaisse 2 fois moins qu'il nous donne de coups signifiants. Donc, ça, c'est plutôt bon signe. Il a un très bon striking. C'est vraiment son point fort. D'ailleurs, pour un Dagestanais, c'est vraiment incroyable. Donc, Nas va et doit gagner pour tamponner son ticket de gatekeeper top 10. C'est vraiment important parce que ce qu'il attend après, c'est vraiment le plus lourd de la catégorie. Donc là, vraiment pour enlever tous les doutes, pour vraiment dire, ok, moi maintenant je rentre dans le top 10, fermez vos bouches, là il faut gagner, il n'y a pas le choix. Donc voilà, on écoute les pronos des pros. On commence par Anthony Salamone, qui lui, pour le coup, n'est pas extra serein. Il a ses arguments. On écoute ça. Là, il y a beaucoup plus de choses à dire. On a Imavov contre Buckley. Joaquin Buckley qui est un très très gros client dans la catégorie des middleweight. Imavov aussi bien sûr, mais je pense que le style de Buckley se rapproche de celui de Phil Hawes, qui avait remporté une décision contre Imavov. Je pense que c'est un peu le style qui pose problème à Nassourdine. J'aurais bien aimé dire Imavov gagnant, mais je vois Buckley s'imposer. Après comment, je ne sais pas. Certainement par TKO ou alors après un gros combat, une décision. Franchement, j'opterais pour un bon 60-40
pense que ça va être un combat difficile, mais il fera la différence avec son anglaise. C'est un peu du toucher-couler, lui. Il débite et il frappe très fort, donc je pense qu'il fera la différence, même si ce sera un combat très compliqué. Mon pronostic pour Nassourdine Imavov et Buckley, je vois Nassourdine gagner. Malgré son KO de l'année, Buckley, je le vois pas trop durer contre Nassourdine. Je pense que Nassourdine va l'avoir à l'usure au sol et peut-être gagner par soumission. Je suis pour Nassourdine et j'espère et je prédis un KO round 2. Nasruddin, je pense qu'il va gagner soit par KO, soit par TKO au deuxième round contre Buckley. Nas, il va gagner, je pense, soit KO, soit Grand Pound. Je pense qu'il y aura du sang dans ce combat-là. C'est deux combattants explosifs, mais je pense que Nassourdine, il battra Buckley avant la limite. Donc Nassour par TKO au troisième round. Je pense que ça va être un très beau combat. Je pense que Imavov, il a tout pour mettre un beau KO ou un beau finish. Nassourdine, il l'aura au premier, pareil, enfin, soit premier round, soit deuxième round. Je sais que Nassourdine, il est un peu, enfin, assez patient en général. Il aime commencer le combat, observer. Et ensuite, quand il le sent, là, il démarre. Et plus le combat va, plus il est agressif durant le round et même ceux d'après. Je pense que ce sera pareil que pour Taylor. KO ou TKO. Premier ou deuxième round. Même si je sais que Joachim Buckley, peut-être qu'il sera tenté de vouloir l'amener au sol et je vois bien Nassourdine le finir avec une grosse guillotine aussi. Et j'espère de tout cœur Nas, victoire par KO, j'aimerais bien. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de tous les pronos qu'on a entendus, des pros, merci encore à eux. Moi, j'ai du mal à voir un finish quand même. Mais si ça arrive, je dirais TKO. Pourquoi? Parce que Buckley, quand il perd, c'est généralement en striking qu'il prend l'eau. Sur ses 4 défaites et 3 TKO. Donc Nas, qui lui, en plus, est sur 2 TKO avec la manière. Voilà. À la limite, je verrais bien Nassourdine dans le troisième par TKO ou sur une décision. Mais vous voyez que les TKO, ça revient souvent dans les défaites de Buckley et dernièrement, ça revient souvent dans les victoires de Nassourdine. Donc si on s'en tient un petit peu, on va dire, à quelque chose d'un peu terre à terre, un petit peu de statistiques, ça peut coller. Comme c'est toujours difficile de présager comment va se finir un combat, on peut dire que c'est un bon indicatif. Voilà. On va parler de Benoît Saint-Denis. Félicitations pour ton mariage avec Madame Saint-Denis. C'est vraiment cool. On est vraiment content pour toi, content pour vous deux. Je vous souhaite vraiment un maximum de bonheur individuellement et ensemble. Voilà, c'est très important le bonheur individuel au-delà du couple. C'est ce qui fait que tout va bien, c'est ce qui fait que tout marche. Quand on est heureux avec soi-même, on peut transmettre ça avec l'autre et vice-versa. Voilà. Revenons à des choses beaucoup plus sportives, si vous le permettez. On passe à Benoît Saint-Denis contre Miranda. Alors, il l'a dit lui-même à demi-mot, excusez-moi si c'est pas tout à fait retranscrit tel quel, mais ça laisse à penser que c'est pas le plus grand défi de sa carrière. Il en a parlé dans le Mika Heibi Show, que je dédicace fort. On a vu qu'il savait ce que son adversaire avait comme point fort, on va dire, et comme point faible. Et il avait l'air de laisser penser qu'il a plus de points faibles que de points forts. C'est un gars avec quand même une belle expérience. Il est allé au Brave comme Benoît. Et il a beaucoup de soumissions comme Benoît. On va quand même faire très attention parce que Benoît va souvent au sol dans ses impulsions, dans ses patterns de combinaison. Il y a souvent des tentatives d'amener au sol. Donc il est très dangereux, mais on a vu que des fois ça pouvait le mettre en danger lui aussi. C'est comme ça qu'il s'est quand même ouvert la pomme sur son dernier combat. Il y a un différentiel de striking qui paraît évident, ce qui paraît énorme même, donc on va revenir dessus. Donc sur 15 victoires sur 16 par soumission pour Miranda, 3 lors de ses 10 derniers combats, donc 7 victoires et 3 défaites, alors que Benoît il est à 9 victoires et une seule défaite, et en plus il a remis la marche avant lors de son dernier combat. Donc avant de donner mon pronostic, on va écouter les pros, et on commence avec Anthony Salamone, encore une fois je crois,
qui a côtoyé Miranda à Miami pendant 10 jours. On écoute Anto. Donc là, c'est un combat très intéressant et que je vais regarder avec attention parce que j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner avec les deux. Donc on a déjà tourné, moi et Benoît. Et j'ai tourné aussi également avec Miranda pendant que j'étais au MMA Master. Il n'était pas encore à l'UFC. Je pense qu'il a signé pour l'annonce de Benoît, son adversaire qui a été blessé ou je ne sais plus la raison. Mais j'opterai pour une victoire de Benoît. Franchement, sans problème même. Miranda, donc je vois Benoît supérieur en striking. C'est un Miranda, j'ai eu la chance de faire 2-3 sparring avec lui. Il est beaucoup sur le contre et la défensif. Malheureusement, Benoît a l'avantage du physique. Il est vraiment au-dessus physiquement, que ce soit au niveau de la force ou du cardio. Miranda, c'est un mec qui a un bon sol. C'est un mec assez solide au sol, mais dans le style jiu-jitsu brésilien pur. Donc on va dire que j'ai pu remarquer qu'il y avait un bon triangle dans la garde. Une fois qu'on était dans sa garde, il y avait un très bon triangle. Il était plutôt à l'aise sur le dos, mais pas de quoi inquiéter Benoît. Je pense que l'écart de physique et surtout le grappling, la pression que met Benoît, je pense que j'opte pour une victoire assez facile de Benoît. On va l'avoir assez facile. Je pense que ayant tourné moi-même avec Benoît, j'ai eu beaucoup plus de difficultés avec Benoît qu'avec son adversaire. Et pareil, je pense que c'est un peu comme contre Cyril, contre Tuivasa. Je ne vois pas Benoît être inquiété lors de ce combat. Après, bien sûr, comme je disais, ça reste un combat, tout peut arriver, mais je pense que Benoît va l'emporter. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que son analyse, elle est plutôt rassurante. Voilà. J'ai aussi le témoignage de quelqu'un important, puisque c'est celui de Madame Saint-Denis. On écoute Laura Saint-Denis, alias Lalou Croft, et on enchaîne avec les autres pros. Et après, je donne mon pronostic. C'est parti. Je ne vais pas pronostiquer pour l'adversaire. Hein. Bien sûr, victoire pour Benoît, qui s'est bien préparé, qui est prêt, qui sait ce qu'il a à faire et qui est aussi très très bien entouré. Donc le mélange de tout ça, ça va faire une victoire explosive. Benoît, je le vois gagner, donc sur un 3 rounds, je le vois gagner au 3e round. Je le vois gagner au 3e round, Benoît, donc je pense qu'il soumettra son adversaire ou un TKO, je pense. Ensuite, pour ce qui est de Benoît, enfin dans sa catégorie, il va lui faire la guerre et je pense qu'il va lui rouler dessus. Même si c'est pas un gars facile en face, je sens Benoît très en forme et prêt à casser une bouche. Je vois Benoît Saint-Denis gagner par TKO au Grand Pound au 2e round. Donc moi je l'ai vu faire, tu vois, en direct, en camp d'entraînement, et je peux te dire que ça va vite et fort. Franchement, c'est une machine, rien à dire. Le combat Benoît Saint-Denis vs Miranda, forcément je suis pour le français. Après c'est pas un athlète que je suis particulièrement ou autre, mais j'espère quand même qu'il va gagner. C'est plus compliqué vu que je m'entraîne pas avec lui après. Donc je dirais qu'il pourra faire un combat un peu comme, pas comme les derniers, mais voilà, il boxe, il va au sol et il développe son jeu au sol. Je dirais soit décision, soit finish en Ground and Pound au 2e ou 3e. Plus 3e round, je dirais. Si ce n'est pas ça, il y a une petite chance pour que ce soit une soumission parce qu'il est assez opportuniste. Donc soumission, je dirais, mais surtout Ground and Pound. Finish en Ground and Pound. Pour notre ami Benoît contre Miranda, écoute, je pense que Benoît il a déjà prouvé la dernière fois qu'il va faire pareil cette fois-ci et que voilà, qu'il va bien gérer son combat. J'espère pour lui une victoire à la soumission ou par KO, mais je vois plutôt Benoît sur une soumission. Je vois une victoire de Benoît Saint-Denis, soumission au 2e round. Benoît Saint-Denis, c'est un copain, donc je ne peux que le supporter, ça c'est sûr et certain. On est avec lui à 200%. Je vois une victoire de Benoît Saint-Denis au 2e round par soumission. Je sais pas, un étranglement. Je visualise un étranglement, je ne sais pas pourquoi.
Et pareil, Benoît, c'est un gros guerrier. Et je pense que son dernier combat, ça lui aura donné encore plus les dents pour revenir. Mais Benoît vainqueur par soumission. Voilà. Vous voyez, tout le monde est derrière Benoît, il n'y a pas de souci, on est ensemble. À moi, je m'attends à ce que Benoît fasse le taf debout. Voilà, qu'il l'ait à l'usure, qu'il le ruine mentalement debout. Il va sûrement réussir à bloquer les tentatives d'amener au sol adverse. Il va tenter de rester debout, sûrement de striker dur, de taffer les genoux de manière à dissuader, je m'exprime mal, sur les tentatives d'amener au sol de Miranda. Je pense qu'il va beaucoup travailler avec ses genoux pour le faire reculer, pour le dissuader de recommencer, pour garder des distances de striking convenables. Voilà, après Benoît, il a des kicks de malade, il a des gros high kicks, je le vois bien se lâcher après un premier round d'observation, de prise d'information. Ce que je pense, c'est que le premier round va servir à analyser un adversaire qu'il connaît pas forcément super bien, dont il faut quand même se méfier, sans non plus en faire des caisses. Et que du coup, je le vois bien claquer le KO de la soirée, avec un high kick des enfers. Après un premier round, on va pas dire difficile, mais plutôt indécis, tendu sur la retenue. Voilà, un premier round un peu d'observation et un deuxième round en roue libre après avoir eu les bonnes consignes de son coach Daniel Warin. Je pense que là, ça va le faire. KO dans le deuxième round. Gros high kick. Allez, mon pote. Allez, BSD. Et voilà qu'on aborde le dernier combat de ce podcast. C'est Fares Ziam contre Michal Figlak. Et cette fois-ci, je n'ai pas d'introduction avec mon téléphone parce que j'ai rien trouvé. Je ne vais pas faire l'acteur. Je suis désolé. Michal Figlak que je ne connais pas. Je me fie uniquement à ma non-objectivité et j'ai tellement envie de voir gagner Fares que j'ai pas trop de crédibilité en termes d'objectif. Objectif, je veux dire, c'est purement une envie personnelle de le voir gagner et je connais pas du tout son adversaire. Je sais juste que voilà, c'est un des rares combats. Ce que j'ai pu observer, c'est que c'est un des rares combats où le français n'est pas favori. Il y a moins 200 pour le polonais et plus 165 pour Fares. Donc c'est pas ultra démesuré en termes de code de pari, mais bizarrement il y a un petit écart quand même. Je pense que c'est la dynamique clairement du polonais. Déjà il est mieux classé sur Fight Matrix. Il est à 8-0, donc il est invaincu. Hashtag analyse. Il a 6 combats au Cage Warrior. Ce qui veut dire qu'il a 6 victoires dans une organisation qui est très très solide, où c'est très très dur de s'imposer. C'est difficile d'évoluer, voilà, c'est une grosse orga, c'est costaud. Donc ne surtout pas le sous-estimer, vraiment ne pas faire cette erreur de le sous-estimer. Pour la 5e fois, l'UFC ne fait aucun cadeau à Fares. Je vous propose d'écouter son partenaire d'entraînement, Yanis Gemouri. Et puis pour finir, Fares, mon partenaire d'entraînement, pour moi pareil, je pense qu'il va gagner aussi et j'espère. Je vois une victoire au deuxième round de Fares. Donc je vois une victoire de Fares au deuxième round. Je vois bien une soumission. Je vois bien une soumission cette fois-ci pour changer. Donc ouais, voilà mon avis. Je pense qu'avec son allonge, sa taille... son adversaire aura beaucoup de mal à casser la distance. Et Fares arrive bien à gérer la distance. Et donc je pense qu'il va le fatiguer avec un travail de sape en frappant de loin, en boxant, en imposant son style. Et en tout cas, je l'espère de tout cœur qu'il gagnera déjà ce combat. Mais à mon avis, allez, je parierais sur un TKO, sur une soumission au deuxième round, pardon. Vous voyez, Yanis voit une soumission, et je pense que c'est cool. Une soumission de Fares, ça nous ferait énormément de bien. En plus, j'ai entendu qu'il avait taffé son no-gi, je crois. Je veux pas dire de bêtises, gi ou no-gi, je sais plus, je me rappelle plus. En tout cas, son analyse sur la gestion de distance, elle a l'air très intéressante, très pertinent. En même temps, il le sait mieux que moi, je pense. Donc c'est cool. Voilà, merci à Yanis pour sa participation, c'est cool. Voilà, on connaît tous Fares. C'est 12 victoires, 4 défaites. 2 victoires et 2 défaites à l'UFC. Une grosse opportunité de faire pencher la balance en positif et de repartir de l'avant. On va écouter ce qu'en pensent les pros avant de lâcher les pronos. Je vous écoute. Écoute, pour moi, pour le combat de Fares, je pense que c'est un combat prenable pour lui, s'il ne fait pas de bêtises. Maintenant, voilà, il y a eu une deuxième chance d'aller à l'UFC, donc je pense qu'il va la saisir au maximum.
Et donc pour moi, c'est un combat plus que faisable pour lui. Le combat Fares contre Figlak, je suis forcément chaud pour Fares. Encore un autre Français. Et Fares, je pense, il va gagner par décision aussi. En tout cas, j'espère que nos combattants ils vont assurer. Comme ça, on va montrer qu'en France, on a le niveau aussi et les talents. Fares, maintenant, c'est un copain de la famille, donc on lui souhaite toute la victoire possible pour son retour à l'UFC et une très très belle carrière. On est très heureux qu'il soit sur la carte. Je vois Fares. Après la dernière défaite, je pense qu'il a envie de prouver qu'il a sa place à l'UFC. Je connais pas du tout son adversaire, donc je sais vraiment pas à quoi on peut s'attendre en face à face, mais je pense que Fares il est prêt, il a envie d'en découdre et je pense que je sais pas, je vois Fares peut-être aussi parce que c'est un ami à moi et que j'espère de tout cœur qu'il gagne, mais ouais, Fares, du coup cash, sans argumenter, je dirais Fares. Et pour le retour de Fares dans la cage, écoute, avec son très très beau striking, j'espère qu'il va surpasser le gars en face avec son striking, le mettre KO et nous donner un beau spectacle, j'en suis sûr. Voilà, beau combat à eux. Je sais pas, je connais pas Figlak. Fares il va gagner. Je pense en plus dans sa tête, il revient et tout. Il est déter comme jamais. Je vois une victoire de Fares Ziam. Après, je sais pas comment il va entamer ce combat, mais je vois soit une victoire par décision unanime, soit une victoire peut-être par soumission. Voilà, en tout cas, victoire de Fares Ziam pour moi. Je vois une victoire de Fares à la décision. Pareil, franchement, nos 3 Français, ils ont eu 3 défaites sur les derniers combats. Donc je pense que pareil, Fares, il va revenir fort sur ce combat-là. Fares Ziam aussi, qui est un très bon copain, avec qui je m'entraîne de temps en temps, quand il est sur la région parisienne. Franchement, je pense que ça va être une très très belle carte, avec de très beaux combats pour nos Français, quoi. Je mets Fares, vainqueur à la décision. Voilà, encore une fois, merci à tous pour votre participation. Mon prono à moi, c'est évidemment une victoire de Fares avant la limite, parce qu'il sait qu'il n'a pas le choix, il faut finir fort, il faut marquer les esprits, c'est vraiment important. Là, il est à 2-2 à l'UFC. Ali Abdelaziz, il lui a concocté, je pense, un petit, je sais pas, un coup de dé, je sais pas comment il a fait. En tout cas, c'est magnifique. Après, c'était pas une situation désespérée. 2-2 à l'UFC, c'est loin d'être honteux. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt cool qu'il ait eu cette opportunité de continuer. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Voilà, j'ai vu qu'en ce moment, sa communication, elle est un petit peu relancée. Il revient en interview, il ressort un peu la tête de haut. On sent un peu plus de confiance. Il a pris des décisions fortes pour sa carrière, pour son managing. Voilà, il y a l'envie de s'offrir une belle victoire. Il y a l'envie de se rassurer, ça passe forcément par un gros finish. Je pense que dans sa tête, il le sait. Une décision ne suffira pas et à satisfaire le public et à se satisfaire lui-même, surtout, je pense. Et à satisfaire Dana White, quoi. Je pense qu'il sait qu'il y a... Je pense, hein, je veux pas mettre une pression inutile, mais à mon avis, on en est là. Donc voilà, Fares, un gros TKO au premier round pour ma part. Je croise les doigts, je lui souhaite. Je dis merci. Ce podcast est terminé. Ce podcast monstrueux est terminé. Franchement, c'était des travaux vraiment de ouf. Donc bravo à toi si tu es allé au bout de ce podcast. Je pense que ça valait le coup. N'hésitez pas à lâcher le pouce en l'air, l'abonnement. Les travaux là, vraiment, ils ont été colossaux. Hein. Donc voilà, si vous voulez faire tourner le podcast, c'est... Franchement, s'il y a un podcast à faire tourner, c'est celui-là. Voilà, j'ai vraiment investi. Vraiment, ça m'a pris du temps. Voilà, donc merci aux combattants qui ont participé. Ceux qui n'ont pas répondu, ceux qui ont laissé des vues, ceux qui ont dit non, c'est cool, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, on est quand même ensemble. Je souhaite bon courage à tous les combattants français. Bon courage aussi à William Gomis. J'ai pas trop eu le temps de m'attarder sur ton combat, d'analyser ton adversaire. J'ai pas trop eu la dynamique d'en parler non plus. Avec les autres combattants, j'avais déjà commencé à faire mon truc de mon côté quand ils ont annoncé son combat. Donc voilà, je suis passé un peu à côté. Mais j'oublie pas, force à lui.
Force à Zara Fane, force à Taylor Lapillus, voilà, parce que c'est pas cool. Force à Manon Fiorot, même si elle a l'opportunité de revenir bientôt. Voilà, force aux absents, quand même. C'est cool. Nous, on se retrouve très vite. On va parler de Ares 8 qui arrive en bombe. En attendant, comme le veut la tradition, je vous fais des gros bisous.